Alors, nous continuons avec les différents paramètres ou facteurs qui influencent sur la qualité de l'eau. Alors, nous venons de terminer ici avec la dureté. Nous avons évoqué les différents éléments qui doivent être pris en compte lorsque nous parlons de la dureté de l'eau en aquaculture. Nous rappelons encore que la dureté est un paramètre très important qu'il faut maîtriser lorsque nous nous engageons à produire des alevins ou semences et aussi pendant la phase larvaire, dans la phase partant de l'éclosion des œufs jusqu'à la production des petits poissons qui sont encore au stade des 7 premiers jours, voilà, entre le premier, le deuxième, le troisième et le septième jour de la production. Là, nous parlerons du stade de larvaire. Pendant ce stade, la dureté doit être prise avec beaucoup de précision pour éviter qu'il y ait des manquements au niveau de l'apport en calcium. Nous évoluons vers l'ammoniac, qui est aussi un facteur très, très, très sensible, je dirais, en pisciculture, dont la mauvaise gestion peut entraîner beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes au niveau de la production. L'ammoniac dans un bassin, un plan d'eau de pisciculture peut provenir de certains éléments, notamment l'alimentation. Lorsque vous donnez à manger aux poissons, lorsque vous donnez à manger aux poissons, euh, il y a un, il y a un phénomène qui se passe que nous allons expliquer ici en français facile. Une partie des aliments qui ne sont pas consommés par ce poisson ou par ces poissons iront rester au fond du bassin. Ces aliments iront rester au fond du bassin, les aliments non consommés. Ces aliments, quand ils vont rester au fond du bassin, ils vont se décomposer. Donc, ils vont pourrir en quelque sorte. Et quand ces aliments pourrissent, ils vont produire de l'ammoniac dans l'eau. Ça, c'est le premier point à évoquer concernant l'origine de l'ammoniac en pisciculture. Le deuxième élément à retenir aussi, c'est de savoir que les poissons n'ont pas de toilettes. Les poissons défèquent dans l'eau. Ils font leurs besoins dans l'eau. Ils urinent dans l'eau. Ils font les déjections, les fécès dans l'eau. Et il faut savoir que dans les déjections des animaux ou dans les déjections des hommes, on retrouve de l'ammoniac. Effectivement, dans les déjections des poissons aussi, on retrouve de l'ammoniac. Donc cet ammoniac-là peut aussi provenir des déjections de poissons. Ça, c'est le deuxième point que nous devons évoquer quant à l'origine de l'ammoniac dans notre plan d'eau ou notre tank ou notre bassin d'élevage. Alors, vous devez savoir que l'ammoniac est un paramètre très létal, voire même dangereux et mortel pour les poissons. Très létal, dangereux et mortel pour les poissons, je précise encore. Si cette valeur n'est pas suffisamment contrôlée, il suffit juste qu'il y ait des écarts de 1 mg par litre. Juste 1 mg par litre d'ammoniac supérieur est tellement toxique, voire même dangereux et mortel pour les vaches, les poissons. Donc, il suffit tout simplement que vous soyez dans un plan d'eau où l'ammoniac se trouve avoir une valeur
supérieur à 1 mg par litre pour causer la mort de tous vos poissons. Tous vos poissons dans l'entièreté pourront mourir. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de tester cette valeur d'ammoniac journalièrement dans le bassin. Vous devez tester l'ammoniac dans votre bassin journalièrement. Chaque jour, vous devez tester. Et si vous constatez que le niveau d'ammoniac est élevé, alors vous devez apporter des corrections pour éviter que la valeur ne soit beaucoup trop excessive. Maintenant, si nous reprenons le texte écrit dans la présentation, il est précisé que l'ammoniac est probablement le paramètre de qualité de l'eau le plus important qui doit être surveillé dans la pisciculture. Donc, plus le pH est élevé, plus l'ammoniac est toxique. Donc, ça veut dire qu'il y a une corrélation entre la valeur du pH et l'ammoniac dans le bassin d'élevage. Donc, à contrario, vous devez contrôler la valeur de votre pH, parce que si vous ne contrôlez pas la valeur de votre pH, le niveau d'acidité de l'eau aura une influence sur le niveau d'ammoniac. Donc, il faut alors vous rassurer avec votre pH mètre que la valeur du pH est toujours raisonnable dans le plan d'eau. Si vous allez au niveau du deuxième paragraphe, on précise que l'ammoniac s'accumule dans un système d'élevage du poisson comme sous-produit du métabolisme du poisson. Dans la plupart des installations, les métabolites sont contrôlés en variant les densités de stockage et d'alimentation ou en ajustant la quantité d'échange d'eau dans les bassins d'élevage. Ceci veut dire quoi? Lorsqu'on veut contrôler par exemple le niveau d'ammoniac, on peut réduire la quantité de poissons qu'on met dans le plan d'eau, soit la densité de mise en charge que nous avons définie en amont au début de cette formation. Parce que plus il y a des poissons dans un plan d'eau, plus la quantité de déjection est importante. Et plus la quantité d'alimentation non consommée aussi est importante. Parce que plus il y a du stock de poissons, plus ces valeurs sont importantes. Alors, si vous décidez de réduire la quantité de poissons que vous apportez dans le plan d'eau, vous allez aussi par conséquent réduire la quantité d'ammoniac qu'on peut y retrouver. C'est comme ça qu'il faut pouvoir comprendre ce paragraphe. Donc, il faut respecter la notion de densité de mise en charge que nous avons définie un peu plus haut, en d'autres termes, capacité de mise en charge. Il faut pouvoir respecter cette valeur pour être à mesure d'éviter qu'il y ait un maximum d'ammoniac présent dans l'eau. Il faut pouvoir contrôler cet ammoniac en réduisant et en respectant les quantités de poissons à mettre par unité de surface. Ça, c'est un élément à prendre en compte pour, comme mesure de prévention. Lorsque nous parlons d'alimentation, toujours dans ce paragraphe, parce que là, nous étions au niveau de densité de stockage. Maintenant, lorsque nous parlons d'alimentation, pour prévenir le flux d'ammoniac, l'augmentation du niveau d'ammoniac dans l'eau, on vous recommande aussi de contrôler les quantités d'aliments que vous apportez dans votre bassin. Vous devez éviter de donner des aliments en abondance sans tenir compte de la quantité d'aliments nécessaires que le poisson devrait consommer pendant son cycle. Parce que si vous donnez l'alimentation en excès, vous allez créer une grosse part d'aliments qui ne sera pas consommé dans l'eau et cet aliment va se décomposer tel que nous l'avons expliqué au départ et va produire de l'ammoniac. Donc, vous devez vous rassurer que vous respectez le tableau de rationnement, c'est-à-dire la quantité d'aliments à distribuer est respectée. Elle doit tenir compte du nombre de poissons dans le plan d'eau, pas d'excès. Deuxième chose, vous devez vous rassurer que les aliments que vous donnez à vos poissons sont parfaitement consommés. Parce que si les aliments que vous donnez à vos poissons ne sont pas consommés, alors l'aliment non consommé, effectivement, va se dégrader, se décomposer et produit aussi de l'ammoniac. Troisième point, vous devez vous rassurer que l'aliment que vous donnez à vos poissons est de bonne qualité.
Parce que si cet aliment n'est pas de bonne qualité, alors les poissons vont consommer cet aliment et ils ne vont pas ingérer l'essentiel de ces aliments-là. Ils vont consommer, mais ils vont totalement rejeter cela dans les fesses ou dans les déjections. Ils ne vont rien conserver comme énergie, mais ils vont rejeter tout ça en déchets. C'est comme nous autres, les humains, lorsque nous mangeons, par exemple, une nourriture que nous n'arrivons pas à bien digérer, il nous arrive d'aller immédiatement au petit coin pour nous soulager et retirer complètement tout ce que nous venons de manger sans rien garder dans l'organisme. C'est pareil avec le poisson. Donc, j'insiste sur la qualité de l'aliment que nous allons distribuer aux poissons. Nous reviendrons sur cette rubrique lorsque nous allons dérouler le module 2 qui concerne uniquement l'alimentation des poissons. Alors, on retient que nous devons tout faire pour que dans notre plan d'eau, le niveau d'ammoniac soit inférieur à 1 mg par litre. Si le niveau d'ammoniac est supérieur à 1 mg par litre, alors le milieu n'est plus propice, il devient létal. Ainsi résumé, le paramètre ammoniac à prendre en compte pour la qualité de votre eau. Nous attendons les questions dans les commentaires ou dans le groupe WhatsApp relatif à l'échange après formation théorique. Ici, je vous propose quelques éléments de correction à apporter lorsque le niveau d'ammoniac, après avoir testé, donc effectivement, vous allez absolument avoir besoin d'un kit spécial pour tester l'ammoniac dans l'eau. Je vous proposerai dans le groupe WhatsApp après des mini-vidéos, séquences, pour pouvoir montrer de façon pratique comment tester l'ammoniac dans un bassin avec des petites vidéos pour que les uns et les autres puissent voir comment relever cette valeur-là. Alors, une fois que vous relevez cette valeur, si vous avez une valeur inférieure à 1 mg par litre, alors ça sera bon. On pourra dire que le niveau d'ammoniac est bon. Mais si jamais vous avez une valeur supérieure à 1 mg par litre, alors là, il faut passer au traitement ou à la correction. Et comme mesure de correction, vous pouvez changer l'eau. Si vous avez par exemple un tank, c'est beaucoup plus facile de changer l'eau dans les tanks à la maison. Vous pouvez tout de suite retirer 50% du volume d'eau. Vous faites sortir 50% du volume d'eau et vous apportez 50% d'une eau fraîche. Ça, c'est dans la mesure où vous constatez que le niveau d'ammoniac est supérieur à 1 mg par litre. Vous pouvez réduire 50% de votre volume d'eau et vous apporter 50% d'une eau fraîche. Vous pouvez aussi réduire, comme autre proposition, réduire le taux d'alimentation. Si vous constatez que le niveau d'ammoniac est supérieur à 1 mg par litre dans votre eau, comme mesure de correction, soit vous changez de l'eau, c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire, c'est obligatoire, vous renouvelez complètement l'eau et après, vous réduisez la quantité d'aliments. Si vous avez l'habitude de donner 500 grammes par jour, vous pouvez décider dans un premier temps de rester à 250 grammes, évoluer comme ça pour voir si cela peut avoir un impact positif sur la réduction du niveau d'ammoniac. Et après, vous allez essayer de voir si l'aliment que vous donnez est un aliment qui contient beaucoup trop de déchets et qui est peut-être moins ingéré par le poisson. Mais avant d'arriver à cette question, commencez d'abord par réduire la quantité d'aliments, voire même la fréquence d'alimentation. Alors, comme option de gestion corrective prolongée, voilà, voyez-vous, il faut respecter les pratiques d'élevage et adopter une approche active de la gestion de la santé des stocks. Donc voilà, relativement, respecter les fréquences d'alimentation, respecter le tableau de rationnement, soit les quantités d'aliments apportés, respecter le renouvellement d'eau précisé. Si vous avez renouvelé l'eau, si le formateur vous demande de renouveler l'eau une fois par semaine, vous devez respecter le calendrier de renouvellement. C'est ça les pratiques d'élevage à respecter. Vous devez régulièrement suivre les concentrations d'ammoniac quotidiennement avec votre test. Vous devez vous rassurer que une fois par jour, vous testez le niveau d'ammoniac dans votre bassin. Au cas où la valeur n'est pas bonne, apportez des moyens de correction tels que précisés en amont. Et bien sûr, respecter les conditions hygiéniques. Donc, il faut éviter l'accumulation des déchets dans le système d'élevage, améliorer la qualité de l'eau. Assurez-vous que l'eau est suffisamment filtrée dans le système de recirculation
gérer bien les densités de stockage des poissons et respecter les taux et fréquences d'alimentation. Voilà. Je pense que si vous prenez tout ceci en considération, vous n'aurez pas de problème concernant la gestion du niveau d'ammoniac dans votre eau. Pour les questions, nous restons disponibles en commentaire. Voilà. Nous restons disponibles euh, pour les commentaires dans le groupe WhatsApp prévu à cet effet par l'organisation. Euh, voilà. Maintenant, nous allons évoluer sur le prochain paramètre. Le nitrite en aquaculture. Alors, comme précisé, le nitrite, c'est un corollaire, hein, je dirais, c'est un corollaire de l'ammoniac. Ce sont des paramètres qui fonctionnent ensemble, hein, carrément. Donc, si le niveau d'ammoniac dans l'eau n'est pas bon, forcément, le niveau de nitrite aussi dans l'eau ne sera pas bon, parce que c'est un intermédiaire, hein, de l'oxydation de cet ammonium-là, en nitrate. Donc, vous devez tout faire pour contrôler. Ici, nous n'allons pas apporter beaucoup trop d'éléments de réponse ou de précision parce que le nitrite est carrément, c'est un dérivé immédiat de l'ammoniac. Donc, il faut toutefois contrôler le niveau d'ammoniac pour éviter que le nitrite aussi ne soit abondant. C'est un corollaire, ils fonctionnent de la même façon, ils ont les mêmes conséquences, les mêmes causes. Ils sont causés carrément par les mêmes éléments. Donc, si l'ammoniac est causé par l'excès, le gaspillage d'aliments en pisciculture, le nitrite aussi en provient de là, en découle. Si l'ammoniac est en abondance dans le milieu suite aux déjections du poisson dans l'eau, le nitrite aussi en est. Donc, identiquement, le nitrite se comporte de la même façon que l'ammoniac. Ils ont la même origine. Voilà, si nous pouvons résumer ainsi. Donc, on retient tout ce qui a été dit en amont concernant l'ammoniac, de la même façon, considérer ce qui est dit du nitrite comme l'ammoniac aussi. C'est pourquoi, au niveau des actions correctives, j'ai précisé idem pour dire identique aux mesures de traitement de l'ammoniac. Donc, pour traiter ou réduire le niveau de nitrite dans l'eau, ou corriger le niveau de nitrite dans l'eau, vous appliquez la même procédure classique que celle qui a été décrite pour l'ammoniac. Alors, nous progressons sur le prochain facteur, sur saturation de gaz en aquaculture. Voilà. Alors, vous verrez dans la plupart des élevages, hein, surtout ceux qui font l'élevage en bac au sol, à un moment donné, vous allez constater que l'eau de votre bassin est en train de mousser. Vous avez l'impression de voir des bulles, hein, des bulles au-dessus de la surface de l'eau. L'eau a tendance à mousser. Vous avez l'impression qu'il y a de la mousse, qu'il y a des bulles d'air qui flottent dessus la surface. Lorsque c'est de trop, ce n'est pas une très bonne chose. Bon, ceci, généralement, vous allez constater que c'est souvent présent dans des bassins où des gens font recours aux aérateurs ou oxygénateurs. Lorsqu'il y a la présence d'un aérateur ou d'un oxygénateur à la surface de l'eau qui vous apporte un équipement, en fait, voilà, si on peut dire ça comme ça, qui apporte de l'oxygène dans l'eau, qui mousse, et puis vous avez la présence des bulles qui surnagent là. Alors, si vous ne contrôlez pas la quantité d'air à apporter dans ce bassin, parce que d'aucuns se disent que l'essentiel, c'est d'avoir beaucoup d'oxygène dans l'eau et être en sécurité, non. Si le niveau d'oxygène est beaucoup trop élevé dans le bassin, vous risquerez de créer ce que nous appelons sursaturation de gaz. Une sursaturation, c'est-à-dire un excès de gaz. En français facile, sursaturation, vous pouvez le considérer comme excès. Donc, un excès de gaz ou sursaturation de gaz. Donc, n'apportez pas un aérateur, tout simplement parce qu'on vous a dit que le poisson a besoin d'oxygène. Vous branchez l'aérateur et vous apportez beaucoup trop de gaz, beaucoup trop d'oxygène, pensant que vous faites du bien au poisson. Pourtant, vous êtes en train de créer d'autres problèmes comme l'embolie de gaz qui est produit par un excès d'azote. Et cette embolie de gaz n'est pas bon pour la pisciculture parce que ça tue les poissons. Ça a tendance à bloquer ou obstruer les vaisseaux sanguins des poissons et aussi ça cause beaucoup de problèmes respiratoires au niveau des branchies des poissons. Donc, à l'avenir, lorsque vous voulez utiliser un aérateur, pour éviter d'avoir une sursaturation de gaz,
vous devez vous rassurer que la quantité d'oxygène que cet aérateur doit apporter correspond au nombre de poissons présents dans le plan d'eau. Donc, vous devez toujours vous rassurer qu'il y a une corrélation directe ou une corrélation directe entre le niveau d'oxygène que vous apportez et le nombre de poissons présents dans le bassin. Voilà. Ceci pourra vous permettre d'éviter de créer de la sursaturation à l'avenir et bien contrôler bien contrôler le niveau bien contrôler le niveau d'oxygène. Alors, nous allons revenir un peu plus bas sur l'oxygène nécessaire pour un poisson. Le poisson a besoin de quelle quantité d'oxygène pour bien respirer. Nous allons dérouler ça plus bas dans l'exposé. Ça fait partie des facteurs liés à la qualité de l'eau. Voilà. Et à partir de ça, vous pourrez avoir une idée de la quantité d'oxygène à apporter dans votre bassin pour éviter que les poissons aient beaucoup trop d'oxygène, plus que ce qui est prévu. Parce que le poisson, lui, n'aime pas l'excès. Vous voyez, comme on a parlé de l'alimentation. Si vous donnez beaucoup trop d'aliments, pour lui, c'est un excès. Il va mourir. Si vous donnez beaucoup trop d'oxygène, pour lui, c'est un excès. Il va mourir. Donc, il faut respecter les quantités de chaque élément tel que prescrit par le formateur pour éviter d'avoir des problèmes à chaque élément. Et j'insiste encore dessus, c'est tous ces différents éléments que nous sommes en train d'évoquer sont des éléments à respecter à la lettre minutieusement pour pouvoir espérer avoir une eau de bonne qualité pour votre élevage de poissons. Et si vous ne respectez pas tous ces éléments et vous mettez juste vos poissons et vous les donnez juste à manger, alors vous aurez des gros problèmes à la fin de votre projet, notamment des poissons qui ont des soucis au niveau de la croissance, des poissons qui meurent et des poissons qui durent tout au plus 2 ans parfois pour avoir le poids recommandé, alors qu'ils devraient aller sur le marché à 5 mois, maximum 6 mois d'élevage. Alors nous évoluons dans notre propos, dans notre présentation, notre exposé, avec le prochain paramètre qui est intitulé les solides en aquaculture. Alors, quand nous parlons de solides en aquaculture, nous faisons allusion à quoi? Voyez-vous, généralement, lorsque vous êtes dans un élevage, que ce soit en hors sol, que ce soit dans le tank, que ce soit dans les étangs, quand vous videz complètement l'eau, vous avez toutefois parfois tendance à apercevoir de la boue ou des matières solides qui restent au fond, qu'on appelle en français généralement la vase de fond. Alors, cette vase de fond constitue en elle-même des solides en aquaculture et qui ne sont pas très bons, qui ne sont pas recommandés pour la production. C'est pourquoi, généralement, il est conseillé, après chaque cycle de fait ce que nous appelons le décapage, donc soit de retirer complètement cette boue ou évacuer à l'extérieur de votre étang, et pratiquer la sec pendant quelques jours pour permettre aux boues restées de sécher et faciliter le retrait dans l'étang. Parce que lorsque vous laissez ces boues, généralement ces boues sont porteurs de beaucoup de maux, notamment des vers, des larves, des prédateurs et beaucoup d'autres choses aussi, et voire même plus de l'ammoniac aussi, qui est beaucoup plus recueilli dans cette vase de boue de fond. Voilà pourquoi il faut éviter d'avoir beaucoup trop de matière organique au fond de l'étang, parce que ça constitue un gros problème au niveau de la santé des poissons, dans la mesure où ça endommage les branchies des poissons et ça héberge aussi beaucoup de pathogènes ou de bactéries, ces matières solides en général. Et ce n'est pas très conseillé pour l'élevage. Donc, il faut. Et ceux qui sont en tank, généralement, j'ai des gens qui me posent des questions. Comment faire pour éviter d'avoir de la matière solide dans l'élevage en tank ou en hors-sol? Je conseille, dans la plupart des temps, d'avoir juste un aliment de bonne qualité parce que si vous n'avez pas un aliment de bonne qualité, il va créer beaucoup trop de déchets. Il va constituer une base de fond après et beaucoup trop de solides qui seront après comme des nids qui vont héberger des bactéries ou des parasites qui pourront constituer des pathogènes après pour le poisson. Voilà. En gros, voilà, il faut éviter d'avoir beaucoup trop de matière solide au fond de vos bassins. Dans l'évoluer, sur un autre paramètre aussi très délicat en pisciculture, les métaux lourds. Les poissons sont très sensibles aux métaux lourds, et en général, c'est parce que c'est toxique. Les métaux lourds sont toxiques dans les eaux à faible alcalinité ou à forte concentration. Vous voyez
voyez, par exemple, les gens qui vont faire la pisciculture dans des zones de marécage ou les zones marécageuses. Dans ces zones, généralement, on a une forte présence, je dirais, d'oxyde de fer. C'est pourquoi vous aurez tendance parfois à voir dans ces zones de marécage, l'eau a une couleur rouille. On a la présence de rouille. La rouille dans une eau, c'est la présence de fer. Si vous voyez de la rouille quelque part, ça veut dire qu'il y a du fer dans l'eau. Et le fer, c'est un métal. Donc, ceux qui font la pisciculture dans les bas-fonds, vous devez faire attention. Vous devez savoir comment sélectionner quel type de bas-fond pour la pisciculture. Ce n'est pas parce que c'est un bas-fond que c'est automatiquement exploitable. Il y a des préalables qu'il faut pouvoir contrôler, il faut vérifier, il faut apprécier avant de pouvoir sélectionner un bas-fond comme site piscicole. Il faut éviter. Et aussi ceux qui vont aller mettre des étangs de pisciculture dans des zones proches des mines, des exploitations minières, comme c'est le cas dans la province du Katanga, Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, toutes ces zones-là, qui sont des zones à forte prospection minière. Ils ont généralement de gros problèmes de métaux lourds dans des étangs, parce que il y a le phénomène de ruissellement et de lessivage qui peuvent subvenir lors des pluies ou des torrents. L'eau peut ruisseler partant des exploitations minières pour les étangs. Et ça draine avec eux beaucoup de types de métaux qui viendront entrer dans vos étangs. Et après, ce n'est pas bon pour le poisson parce que ça constitue beaucoup de toxiques. Voilà. Donc, moi, généralement, je conseille aux gens qui veulent qui veulent construire des étangs dans des zones précises, hein, de faire des analyses de leur eau dans un laboratoire spécialisé pour pouvoir déceler s'il y a des éventuels métaux dans l'eau qui sera utilisée comme eau d'alimentation. Voilà. Et éviter d'avoir à faire, à éviter à courir après derrière des questions sans réponse. Voilà. Il sera question pour nous de mettre en place un vrai protocole d'analyse de notre eau avant d'engager tout projet d'élevage de poissons. C'est vrai que les gens ne tiennent pas souvent rigueur là-dessus, mais en réalité, il faut analyser l'eau avant de s'engager dans un projet d'élevage de poissons pour vérifier si l'eau a en lui-même tous les éléments nécessaires pour nous permettre de produire le poisson dans de bonnes conditions. Et si tel n'est pas le cas, quels sont les différents paramètres qui ont été testés et quelles sont les différentes valeurs obtenues et quels sont les différents moyens que nous devons apporter pour corriger les écarts constatés. Voilà, c'est très important avant de s'engager dans la production de poissons. Eh bien, tout à l'heure, nous avons évoqué l'oxygène dissous un peu plus en amont et nous avions promis dérouler ce paramètre un peu plus bas. Effectivement, nous y sommes. Lorsque nous parlons d'oxygène dissous en aquaculture, je pense que nous avons évoqué ce paramètre lorsque nous avons parlé de la sursaturation en gaz. Alors, lorsque nous parlons d'oxygène dissous en aquaculture, effectivement, le poisson aussi consomme de l'oxygène. Pour ceux qui ne le savaient pas, vous ne pouvez pas mettre vos poissons dans un environnement où il n'y a pas d'oxygène. Ils ne pourront pas vivre. Ils vont bien sûr mourir. Voilà. Mais vous devez aussi savoir que ce n'est pas parce que le poisson consomme de l'oxygène que vous devez lui en donner beaucoup trop, plus que ce qui est prévu. Vous devez lui donner de l'oxygène, oui, mais en respectant bien sûr aussi le maximum nécessaire pour sa consommation et sa survie. Alors, d'où provient l'oxygène que le poisson consomme? Parce que j'ai aussi beaucoup de questions, beaucoup d'intervenants qui posent cette question de savoir où vient l'oxygène que nous consommons. Vous devez retenir que nous qui sommes dans l'environnement terrestre dans lequel nous vivons, dans notre environnement, l'oxygène que nous respirons provient de la nature, ça provient des arbres tout autour de nous, ça provient aussi de beaucoup d'autres éléments présents sur la Terre. Mais l'oxygène que vous voyez dans l'eau, c'est un oxygène qui n'est pas identique à l'oxygène que nous respirons. L'oxygène dans l'eau, c'est un oxygène qui s'appelle oxygène dissous. C'est-à-dire l'oxygène présent dans l'eau est l'oxygène dissous. Alors cet oxygène provient d'un phénomène classique que nous appelons la photosynthèse. C'est quoi la photosynthèse? Dans un plan d'eau où vous avez du poisson,
en plus du poisson, vous avez aussi des végétaux. Absolument, que ce soit des végétaux visibles à l'œil nu ou non visibles à l'œil nu, vous en avez dans le plan d'eau. C'est ça que nous avons appelé algues, si vous vous rappelez bien. Ils sont présents dans l'eau. Et tous ces éléments constituent les éléments de l'aquaculture. Ce sont des espèces aquatiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces espèces aquatiques ont tendance aussi à se comporter comme les espèces végétales que nous retrouvons sur l'environnement terrestre. C'est-à-dire quoi? Ces espèces, en journée, en présence du soleil, quand il y a du soleil, ces espèces-là produisent de l'oxygène. Et comme elles sont dans l'eau, elles produisent de l'oxygène dans l'eau pour les poissons, en journée, en présence du soleil. Dans la nuit maintenant, ces espèces de poissons n'ont plus d'oxygène. Ils sont obligés de consommer aussi l'oxygène pour vivre. Ce qui fait que ça va créer une compétition avec les poissons la nuit. Maintenant, imaginez un peu que vous aviez mis beaucoup de poissons dans le plan d'eau sans respecter la densité de mise en charge. Et qu'en mettant ces poissons dans l'eau, vous n'avez pas respecté la densité de mise en charge. Et il arrive maintenant dans la nuit que lorsque il n'y a plus de soleil et que les espèces végétales dans le milieu aquatique qui sont supposées produire l'oxygène en journée, en présence du soleil, commencent aussi à manger l'oxygène la nuit parce qu'il n'y a plus de soleil. Et maintenant, ils entrent en compétition avec le poisson. Il y a beaucoup trop de poissons dans l'environnement, il y a beaucoup trop d'espèces végétales dans l'environnement. Ça crée maintenant un déficit en oxygène. Et vous allez venir le matin trouver qu'il y a des poissons morts qui ont été tués la nuit par manque d'oxygène. Et il y a des poissons le matin que vous allez trouver à la surface de l'eau en train de pipéter avec leur bouche à la surface et créant des cercles circonscrits parce qu'ils recherchent de l'oxygène. Vu que toute la nuit, il n'y avait pas de soleil et les plantes n'ont pas pu produire d'oxygène dissous. Voilà. Maintenant, un moyen alternatif pour lutter contre ce déficit, c'est d'apporter un aérateur. L'aérateur peut être mis en fonctionnement la nuit, si vous voulez, parce que la nuit, il n'y a pas de production d'oxygène. L'aérateur viendra aider à renouveler le flux d'oxygène disponible dans l'eau. Mais il va falloir savoir comment quantifier le niveau d'oxygène nécessaire pour éviter que cet aérateur n'apporte beaucoup trop d'oxygène que ce qui est nécessaire pour tuer les poissons à cause de la sursaturation et en apportant des problèmes comme des embolies d'air ou de bulles d'air. Voilà. Donc voilà ici résumé l'oxygène dissous en aquaculture ou en pisciculture dans le cas d'espèces. Nous devons savoir que c'est l'un des facteurs les plus importants en pisciculture parce que sans oxygène, nous-mêmes ne pouvons pas vivre, à plus forte raison les poissons. Nous avons aussi expliqué la différence entre l'oxygène que nous avons dans l'air et l'oxygène que nous avons dans l'eau. Dans le cadre de la pisciculture, nous parlons d'oxygène dans l'eau ou oxygène dissous. Nous avons aussi expliqué ou éclairé les lanternes sur l'origine de cet oxygène dans l'eau, d'où est-ce qu'il provient. Nous avons aussi apporté des précisions sur les difficultés ou les contraintes d'avoir un surpeuplement d'espèces dans l'eau à cause du déficit d'oxygène que nous avons la nuit et nous avons proposé un moyen ou une porte de sortie pour pouvoir éviter d'avoir des poissons morts. Voilà, nous pouvons avancer. Alors ici, c'est une répétition. Voilà, si nous pouvons le dire ainsi, demande d'oxygène, l'oxygène dissous en aquaculture. Alors, on essaye de vous expliquer un peu hein, de façon simplifiée ce qui a été traduit plus haut. Si vous allez par exemple dans le premier paragraphe, demande biologique en oxygène, on vous précise, en suivant attentivement, l'oxygène dissous tôt le matin. Les éleveurs peuvent observer la lente baisse des concentrations d'oxygène dissous et prédire quand l'oxygène pourrait atteindre les niveaux critiques. Donc, vous le constatez juste au niveau de la population de votre plan d'eau. Si vous constatez que les poissons sont à la surface en train de pipeter, c'est un manque d'oxygène. Ça, vous pouvez l'interpréter. Et aussi, si vous constatez que le phytoplancton de votre bassin est en train de mourir, c'est un manque d'oxygène. Et ça se constate par la différence de coloration, parce que le phytoplancton, lorsqu'il meurt, il change de coloration. Il vit du verdâtre hein, au rougeâtre ou au jaunâtre. Voilà, c'est signe de manque d'oxygène dans le milieu. OK? Alors là, vous devez
passer directement aux conditions de correction. Le dernier paragraphe qui fait allusion à la stratification thermique, en français facile, vous devez savoir que dans un plan d'eau, il y a des différences de température par niveau. Donc, si vous avez par exemple, je tiens à préciser, pour nos amis qui font l'élevage dans des bacs au sol et qui font ce qu'ils appellent généralement les économies d'eau, vraiment, ce n'est pas une attitude responsable dans le cadre de l'élevage des poissons. Je dirais que ce n'est pas une attitude responsable. Vous devriez savoir qu'il y a une hauteur d'eau à respecter dans un bassin d'élevage. Et quand cette hauteur n'est pas respectée, vous pouvez vous attendre à beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Vous devez absolument respecter la hauteur d'eau dans le bassin d'élevage. C'est très important. Pourquoi? Parce que la stratification thermique, c'est la différence de température par niveau. Ceci dit, lorsque vous avez un bassin, si nous pouvons parler en français facile, si vous avez un bassin, un tank où vous mettez l'eau, par exemple, à 1 mètre de profondeur, vous mettez l'eau 1 mètre hauteur d'eau dans le bassin. Peut-être le tank est de 1 mètre 2, 1,2 mètres de hauteur, et vous mettez l'eau à 1 mètre de hauteur. Lorsque vous mettez l'eau à 1 mètre de hauteur, vous devez savoir que, vous devez savoir, pardon, que cette eau n'a pas la même température sur toute la colonne. Ça veut dire que l'eau qui est en profondeur n'aura pas la même température que l'eau de surface. Ça, vous devez le savoir. Et l'eau du milieu n'aura pas la même température que l'eau de surface. Et l'eau du milieu n'aura pas la même température que l'eau du fond. Il faut pouvoir créer ces couches-là pour que le poisson se sente bien. Vous voyez par exemple quelqu'un qui met 0,5 mètres d'eau, à peine 50 centimètres d'eau dans un bassin. Vous pensez qu'en période de fort ensoleillement, vous pensez que cette eau aurait une différence de température? Non, parce que la profondeur étant tellement faible, la hauteur d'eau étant tellement faible, le soleil va chauffer de la surface au fond de la même façon. Parce que les rayons du soleil qui vont frapper ou refléter sur la surface de l'eau vont se retrouver également au fond du bassin parce que la différence ou la hauteur d'eau n'est pas considérable. Elle est à peine de 50 centimètres. Et à ce moment-là, quand l'eau chauffe totalement, quand la température de l'eau est tellement élevée, vous devez savoir qu'il y a une liaison, une corrélation directe entre la température et le niveau d'oxygène. Donc, plus la température augmente, plus le niveau d'oxygène devient critique. Voilà pourquoi on vous conseille de respecter la profondeur d'eau dans un bassin d'élevage. Si vous ne respectez pas la profondeur d'eau dans un bassin d'élevage, ça veut dire que vous ne respectez pas les différentes stratifications thermiques qu'on devrait avoir dans le bassin, qui sont d'ailleurs obligatoires. Parce que lorsque les stratifications thermiques sont respectées, ça permet aux poissons qui ne veulent pas supporter les extrémums de chaleur d'aller se réfugier au fond de l'eau. Et des poissons qui supportent moyennement le niveau d'ensoleillement vont rester au milieu de l'eau. Et ceux-là qui supportent les extrêmes de température comme les tilapias vont se retrouver à la surface de l'eau en plein soleil. Mais le clarias ou le silure, lui, par contre, aura tendance à se réfugier toujours au fond de l'eau parce que c'est un poisson de fond, c'est un poisson benthique qui aime les profondeurs, qui aime l'obscurité. Maintenant, si vous avez un bassin où il n'y a pas cette différence de stratification thermique, où l'eau, à peine le soleil commence à frapper, la température à la surface est identique à la température du fond parce que la couche d'eau est extrêmement faible, vous ne pourrez pas avoir de bons résultats. Je pense que le troisième paragraphe, avec l'explication que je viens d'apporter, sera davantage compréhensible. Cela peut être traduit dans ce schéma que je vous présente ici, la stratification thermique en aquaculture. Vous verrez, l'eau ici a été divisée en 3 couches. Donc la surface ici représente la thermocline. Vous voyez à la thermocline, là-bas, le soleil doit être beaucoup plus en contact avec la thermocline. Donc la thermocline, c'est la partie qui chauffe le plus. Vous avez l'épilimnium, qui est la couche de milieu, et vous avez l'hypolimnium, qui est la couche de bas, faible. Et par conséquent, vous allez constater que le niveau d'oxygène varie avec le niveau d'intensification de la température. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir ces 3 couches dans un projet d'élevage. Donc, on se dit il faut respecter une certaine hauteur dans le bassin d'élevage pour pouvoir créer ces 3 couches qui sont d'autant plus importants. Voilà. Donc, ce schéma vient en fait juste compléter ce qui a été apporté comme précision au niveau de l'explication du troisième paragraphe précisé ci-haut.
Voilà. Nous avons précisé ici, nous avons énoncé ici un peu plus en amont la mortalité du phytoplancton en aquaculture, où je précisais que beaucoup de personnes ne savent même pas quand est-ce qu'un phytoplancton est mort dans l'eau, hein. J'ai évoqué ça lorsque j'ai parlé de l'oxygène dissous dans l'eau. Voilà, où je vous disais au niveau de l'oxygène biologique. Donc, quand vous venez le matin, des constats biologiques, si vous constatez par exemple que le poisson à la surface de l'eau est en train de pipetter, tous les poissons pipettent, c'est un manque d'oxygène. Si vous constatez, j'ai précisé que la couleur du phytoplancton a changé dans l'eau, ça veut dire que le phytoplancton est mort. Alors là, tout ça, ce sont des signes annonciateurs du manque d'oxygène dans l'eau. Donc, généralement, lorsque vous apportez de la fertilisation organique dans votre bassin, vous allez constater que l'eau vit au vert. On a tendance à dire non, c'est une très bonne eau, c'est vert parce que la fertilisation a réussi. Mais vous allez aussi voir avec le temps que une eau qui était au vert il y a quelques jours commence à ressembler à une eau boueuse. Beaucoup qui font l'élevage dans les étangs vont voir que leurs étangs ont tendance à avoir une couleur boue, comme si c'était de la boue qui était dans l'eau et non une eau claire ou une eau normale. Donc ça, c'est une eau boueuse. Une eau boueuse, c'est une eau dont le phytoplancton est mort. Donc, c'est signe de mortalité du phytoplancton. Ça, vous devez le savoir. Et une eau comme celle-là n'est pas bonne pour la pisciculture parce qu'une eau où le phytoplancton est mort, c'est une eau qui n'est pas riche en oxygène, qu'il faut absolument évacuer de votre étang. Voilà, ici, ça on revient dessus brièvement. Les poissons contrôleront également le phytoplancton et réduiront les risques de mortalité. Voilà. Parce que vous savez, dans l'élevage des poissons, vous devez aussi savoir que les poissons consomment le phytoplancton naturellement. Consomme le phytoplancton. Pour définir le phytoplancton, il revient à préciser que ce sont des espèces aquatiques, végétales, qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui sont observées uniquement au microscope. Voilà, les poissons en consomment. Mais quand il y en a de trop dans le bassin, ils deviennent nuisibles pour le poisson parce qu'ils deviennent compétiteurs et ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon quand ils deviennent compétiteurs. Voilà, donc vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Il faut donner au poisson la quantité de phytoplancton aussi qu'il peut consommer. Sinon, ce n'est plus intéressant. Voilà, nous avons ainsi balayé différents facteurs qui influencent la qualité de l'eau dans l'ensemble. Au niveau du premier sous-module, nous avons balayé les différents ensembles et nous espérons que vous avez pris des notes, vous avez relevé le maximum d'incompréhension possible pour nous permettre d'entrer dans un scénario d'échange tout à l'heure dans le groupe WhatsApp lié à cette formation. Voilà. Donc, prenez les notes et préparez-vous pour l'échange, notamment sur la partie gestion de la qualité de l'eau en pisciculture.